Les vivants et les dieux, symboles et religions, par Michel Cazenave. Saigo, ou le poète du vide bouddhique. Nous avons souvent parlé du bouddhisme dans Les Vivants et les Dieux, mais généralement, étant donné d'ailleurs la pénétration bouddhiste en France telle qu'elle se présente, plutôt parlé du bouddhisme tibétain. Rarement nous avons parlé du bouddhisme japonais, sauf à une ou deux reprises, particulièrement avec Jacques Brosse, pour parler du bouddhisme zen. Et donc aujourd'hui, nous voudrions nous intéresser à ce bouddhisme japonais à travers l'œuvre d'un moine poète du milieu de la période médiévale, un moine poète dont le nom était Seiyo. Seiyo qui relève de ce qu'il est convenu d'appeler le bouddhisme ésotérique Shingon, dont on sait que le fondateur, quelques générations auparavant, était Kukai, lui-même en relation avec la Chine, et ses fameux discours sur la vérité finale des trois enseignements, où il compare en fin de compte le Shinto, le bouddhisme et le confucianisme. Donc, à travers l'œuvre de Seiyo, il s'agit de comprendre la spécificité de ce bouddhisme japonais, non pas tellement d'ailleurs dans le contenu de sa doctrine, mais beaucoup plus à travers les expressions auxquelles il donne lieu et le rapport avec la nature qu'il introduit, dans la mesure où précisément, puisque c'est un bouddhisme ésotérique, c'est un bouddhisme qui accorde énormément d'images à tout un certain nombre de formules rituelles, à l'importance de l'image et donc au principe de médiation, si l'on peut dire, par lequel on passe pour aller vers la vacuité. D'autre part, il y a quelque chose de tout à fait particulier qui est la forme où se coulent ces poèmes, qui sont ce que l'on appelle le waka. Le waka qui est l'ancêtre du haïku, d'une certaine manière encore un peu plus long que ne le deviendra le haïku au XVIIe et XVIIIe siècle, mais qui annonce ces formes brèves dans lesquelles se dit quelque chose de l'ordre de l'intemporalité. Pour nous accompagner dans ce parcours, nous avons avec nous Hiromi Tsikoué, japonaise elle-même, Abdelwahad Medeb, d'origine tunisienne. Hiromi Tsikoué et Abdelwahad Medeb étant les traducteurs de ce recueil de poèmes qui nous sont offerts par les éditions Albin Michel sous le titre « Vers le vide ». Et enfin, Olivier Jamatoma, lui-même écrivain. Et ce que nous avons voulu, c'est précisément conjuguer trois regards, le regard d'origine japonais, le regard de quelqu'un qui vient de l'ensemble islamique, le regard de quelqu'un qui relève de la tradition occidentale, même si l'on sait à quel point Olivier Jamatoma est extrêmement proche dans sa recherche de l'esprit du bouddhisme. Et évidemment, la première question qui se pose par rapport à cette poésie si singulière, c'est la question de ce qu'en Occident on appellerait l'économie, mais d'une certaine manière, on peut se demander si l'économie n'est pas une notion occidentale et si la forme du waka n'est pas spécifique de la culture japonaise, de l'esprit japonais. Et de ce point de vue-là, peut-être vaudrait-il mieux parler de brièveté qui désigne l'instant lui-même où se déchire la vision et se révèle quelque chose de l'ordre de ce que nous appellerions, nous, l'éternité. Je ne sais pas si on peut parler d'économie dans la brièveté, en effet. De toutes les manières, dans la tradition poétique elle-même, on est censé être avec cette forme waka dans un dit poétique qui serait capable de dire plus que ce qui sera inventé plus tard, la forme du XVIIe siècle, du haïku. Toshi takete また来ゆべしと思いきや命なりけり鞘の中山山深くさこそ心は通うとも須磨で哀れは知らんものかは。La forme waka est une forme qui porte en elle l'anecdote, qui porte en elle la description. C'est-à-dire ce qui nous paraît très peu, ce qui nous paraît très très bref, dans la tradition japonaise, si on regarde du japonais, c'est déjà très long.
par rapport donc aux autres formes brèves. Et cette brièveté, c'est 32 syllabes, si je ne me trompe pas, les waka, 31 syllabes. Donc oui, l'idée de l'impair aussi, c'est important. Beaucoup de choses sont dites, et ce qui est impressionnant lorsqu'on lit ces poèmes, c'est que justement, on a essayé d'être au plus près de la scansion de l'original. L'aura du poème, dans son immense simplicité, est immense. C'est-à-dire, chaque poème ouvre chaque fois sur un monde. Au bout d'une vie, comment imaginer le franchir encore ? Comment toute force, ce cœur du mont Saya. Marchant dans la montagne, le cœur croit la connaître, mais sans y habiter. Comment savoir ce qu'est la solitude ? La culture japonaise, on peut dire la culture de bonsaï. Bonsaï, vous connaissez bien, mais en général, on le prend comme miniaturisation ou bien comme microcosme. Mais c'est aussi une réponse, mais en réalité, c'est une sorte de point de repère en tant que calligraphie, en tant que le jardin japonais, en tant que la poésie comme haïku, comme waka, ou bien d'autres comme l'art du thé. Tout ça, toutes ces formes d'expression, alors on peut dire que c'est la forme de paysage emprunté. 願わくは花の下にて春死なんその如の望月の頃 Le plus cher désir, mourir sous les fleurs de cerisier, se disperser dans l'univers pendant la pleine lune du 2e mois. C'est cela qui est assez étonnant, Abdelwahad Medeb, et qui, je pense, s'enracine dans, je ne sais pas s'il faut appeler ça une métaphysique selon notre vocabulaire, mais disons un rapport au monde ou une conception du monde, c'est que c'est extrêmement bref, souvent une anecdote ou une description d'une totale simplicité, et qui pourtant, on a l'impression, ouvre comme une sorte d'extra-texte, d'au-delà du texte, dans lequel les quelques indications de la fleur de cerisier, je vais reprendre l'image qui vient le plus souvent, en fait nous fait voir tout un autre monde, mais tout un autre monde qui nous est donné, si l'on peut dire, dans le silence du poème. Oui, c'est ça qui est très important. Je crois parce que cette poésie révèle deux choses, que chaque poème correspond à un moment, à un état inscrit dans un cheminement. Il y a cette idée de... nous avons avec Saigyo quelque chose de très très précis et qui est qui engage déjà dans la voie de l'expérience intérieure, de l'expérience spirituelle, où on retrouve, c'est là où on retrouve les échos, par exemple, avec le soufisme, même si les soufis s'expriment d'une manière tout autre. L'enjeu de cette poésie, si elle en a un, c'est d'essayer de dire ce qu'il en est de la décision qu'avait pris le poète de devenir moine, et donc de se détacher du monde, hein, d'entrer dans cette voie du détachement. Et la force de cette poésie, c'est de montrer comment cette décision est l'expérience de tous les instants. C'est-à-dire il n'y a jamais d'acquis. Il y a toujours cette idée que le monde duquel on veut se détacher est toujours là, il est toujours présent. L'autre idée qui me paraît majeure et importante, c'est que cette poésie est profondément marquée par le temps, une vision du temps. D'où donc à la fois l'idée de l'irrécusable du temps, de la marche du temps contre laquelle on ne peut rien, qui constitue
une objectivité, d'où cette ponctuation régulière avec les saisons, qui revient régulièrement, et le change que proposent les saisons dans le monde, et comment, outre le cycle des saisons, à l'intérieur du moindre instant, le moindre instant est marqué par cette espèce de change permanent. L'idée du change permanent, donc le temps comme durée et en même temps l'éphémère, le temps comme quelque chose d'éphémère, d'irrécusable dans son éphémère. Mase ni saku, hana ni mutsurete tobu tefu no, urayamashiku mo hakana karikeri. Parmi les fleurs écloses sur la haie, un papillon voltige. Ah, l'envie d'être avec lui si éphémère. On ouvre l'espace, l'espace qui dirige vers le vide médiane. Médiane, ça veut dire, et ce n'est pas le vide de rien, médiane, c'est vraiment qui possède l'énergie vitale fondamentale. Dans l'esthétique chinoise, qui a très profondément marqué quand même cette poésie, il y a ce qu'on appelle le vide médian, c'est-à-dire ce qui permet à deux éléments qui apparemment ne sont pas liés, ou même seraient peut-être contradictoires, comme la fleur de cerisier et la lune par exemple, qui symbolisent deux forces différentes, une force solaire et une force nocturne. On a besoin toujours d'un vide médian en quelque sorte pour créer un ensemble, pour que les choses ne soient pas séparées. De même, le vide peut être ce qui existe, ou ce qui permet la circulation entre la nature et l'être humain. C'est pour ça que la traduction du mot vide en français, ou même dans toutes les langues occidentales, est extrêmement ambiguë. Alors, quant à savoir s'il utilise là, dans un sens plutôt lié au bouddhisme, ou lié en fin de compte à cette esthétique que j'évoquais, je crois que ce serait plutôt la seconde hypothèse, mais là-dessus, il faut toujours marcher sur les œufs, dans la mesure où nous ne sommes pas dans un univers conceptuel, on est dans un univers d'expérience intérieure très forte devant la nature, et il y a un moment donné où, telle la vague, il doit y avoir probablement un retrait de quelque chose de soi, un retrait de la temporalité dans laquelle nous sommes, pour qu'apparaisse justement la force de la nature. La nature, c'est l'éternel devenir entre la montagne et de l'eau. C'est le paysage, c'est la nature, mais c'est le mouvement constant entre ces deux formes. Ce n'est pas forme, mais essence, entité, oui, vraiment qui se communiquent et qui se remplacent en même temps. Et ce mouvement qui est vraiment l'expression fondamentale chez nous. Inclinée par le vent, la fumée du mont Fuji, très vite dissipée dans le ciel, infini l'espoir de la vie et sans direction. Kaze ni nabiku, Fuji no kemuri no sora ni kiete, yukue mo shiranu waga omoi kana. Voir de tous bords le lac Niho, calme aux lueurs du matin, derrière la barque. Rien ne reste, pas même une vague. Nihoteru ya, nagitaru asa ni miwataseba, kogi yuku ato no namida ni mo nashi. Olivier Jean-Thomas, vous parlez de cette expérience, je dirais, presque immédiate et en même temps concrète de la nature. D'ailleurs, on voit bien les deux premières images qui vous sont venues, qui viennent d'ailleurs des poèmes de Saillo même, sont la lune et
la fleur de cerisier, qu'on pourrait rattacher d'une certaine manière au yin et au yang de la tradition chinoise, à travers la nuit, l'aspect nocturne et l'aspect solaire. Mais on a l'impression précisément que la nature a une extraordinaire importance et que, je dirais, elle est toujours vivante et d'une certaine manière, elle est toujours animée. Elle est animée et elle est prise vraiment au départ dans son immédiateté. C'est pas la nature vue d'une manière abstraite, mais ça, on est tout à fait dans la tradition de toute la poésie japonaise, que ce soit sous forme de haïku ou de waka. En l'occurrence, ici, avec Saigyo, il s'agit de waka, mais il s'agit toujours d'une expérience. Donc, on est dans une situation où la nature est présente. Alors, la nature, ça peut être un nuage, un oiseau, la mer, un rocher, la lune, des fleurs de cerisier qui viennent souvent, une saison, une vision. Mais on est très loin de la nature telle que nous l'avons découverte, redécouverte à travers le romantisme. Ça n'est pas une nature sentimentale. Oui, mais c'est ça qui est assez étonnant et frappant en même temps, et qui introduit, je pense, un mode de spiritualité très particulier, c'est que cette nature est une nature tout le temps extrêmement concrète. Nous savons que nous sommes dans telle montagne, nous avons telle description de paysage, etc. Et qu'en même temps, c'est cette nature très concrète qui permet, je dirais, une véritable contemplation. Alors que nous aurions tendance à penser que l'un est assez exclusif de l'autre. En fait, on est très éloigné de notre univers. Et en lisant ces poèmes, en découvrant certains, je me suis rendu compte qu'on ne devait comprendre probablement peut-être que 10 ou 20% de ce qui est la véritable densité, si nous n'avons pas derrière nous une certaine conception, peut-être bouddhiste, mais probablement encore plus taoïste ou shintoïste de la nature. Et en plus, quelque chose d'essentiel nous échappe, c'est la sonorité. Il y a des jeux de sonorité, il faut l'entendre en japonais, absolument. Il y a des jeux de sonorité très importants. D'ailleurs, c'est souvent, quand on assiste à des concours de waka, on s'aperçoit que c'est souvent un peu psalmodié. Il y a parfois des instruments de musique qui accompagnent. Donc, nous voyons parfois un squelette par rapport à ce qu'un amateur japonais peut recevoir de Seigyo. うない子がさみに鳴らす麦笛の声に驚く夏の昼節。年たけてまた来ゆべしと思いきや、命なりけり鞘の中山。 D'une certaine manière, ce qu'il nous donne, c'est pas tellement le sens de l'illusion du monde que celui des apparences. Des apparences qui se succèdent les unes aux autres, comme s'il y avait une sorte de rythme, d'ailleurs le rythme des saisons qui se suivent, qui altèrent et qui reviennent d'une certaine manière. Et donc, dans ce sens de l'éphémère, comme si le vide était un peu une espèce de vide taoïste, si l'on peut dire, d'où surgissent précisément toutes ces apparences éphémères les unes derrière les autres, en sachant bien que ce ne sont que des apparences, mais qu'en même temps, au niveau des apparences, elles existent. Je pense, oui. Le corps ne disparaît jamais, en fait. Hein. Cette idée c'est une poésie qui reste profondément corporelle. C'est ça qui me surprend. Le corps, l'objet, les éléments qui constituent les étangs sont là. Ils sont bel et bien là. Même si très souvent, ils sont dits dans ce jeu de balance que je trouve assez extraordinaire entre les décisions des poètes, c'est-à-dire ce qui appartient à la poésie en propre. Il y a des conventions, comme par exemple la fleur de cerisier qui est là. Mais cette fleur de cerisier est tout autant une convention qu'un étang perceptible rien qu'en lui-même. La convention étant évidemment pour dire avant tout, justement, l'instant, l'éphémère. Ce qui fait la beauté de ces poèmes, c'est qu'il les aime aussi, ces apparences. Même si quelquefois il nous lance une petite flèche pour dire « Oh, tout cela n'est qu'éphémère ». Et si, par rapport au temps, il y a aussi quelquefois un jeu, il nous montre que le temps passé peut être présent dans le présent, que le temps à venir peut être présent pour casser la linéarité. Mais on a l'impression qu'il jouit, dans le sens le plus fort du terme, qu'il jouit quand même de cette apparence. Alors... voilà, il est dedans pour en sortir, mais il est quand même bien dedans. L'enfant aux cheveux noués joue la flûte, tige de blé au gré du vent. Les sons entrecoupent la sieste d'été.
À la poursuite des nuages, le cœur s'envole. Quelle folle gaieté! Montagne, rattrape-le, qu'il revienne sur terre. Si je ne me trompe pas, Saigyo était moine bouddhiste. Moine bouddhiste. Et on est tout à fait étonné de voir comme les textes Oui. du bouddhisme indien, du bouddhisme chinois, du bouddhisme japonais sont extrêmement différents. Oui. Parce que même, par exemple, je prends le bouddhisme continental le plus poétique, qui est le bouddhisme tibétain, on voit très bien que la poésie est toujours une poésie, disons en partie didactique, ou au moins une partie éthique, une poésie qui veut enseigner. Oui. La poésie japonaise, on a l'impression que ce n'est pas son souci et que l'enseignement, je dirais, surgit du centre même de ce que l'on dit. Voilà. Et qu'il y a toujours un rapport à la nature, même si cette nature est de l'ordre de l'apparence. Oui. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose qui est de l'ordre de, je dirais, l'autre aspect du Japon, c'est-à-dire une confluence avec ce qui est de l'ordre du Shinto? Ah, l'ordre du Shinto. Il y a certains rapports, parce que à l'origine, lorsque le bouddhisme est rentré au Japon, peu à peu, c'est déjà le shintoïsme était en train de se former aussi. Mais les Japonais, c'est-à-dire la religion plus ou moins indigène, qui a pu vraiment recevoir le bouddhisme, c'est une autre forme de religion, mais tout en se mariant, et on a vraiment une sorte de harmonie qu'on a essayé de concevoir. Et donc, quand même, il n'y a pas de rupture entre le bouddhisme et le shintoïsme, malgré la forme elle-même se diffère. Vous faisiez allusion à toute une dimension éventuellement, je dirais, d'origine shintoïste chez Saigyo, et vous faisiez même allusion au taoïsme. Et évidemment, pour un occidental qui est habitué à catégoriser les choses, c'est assez étonnant en se disant il est moine bouddhiste d'une part, mais il y aurait du shinto, du taoïsme. Et on a l'impression qu'au contraire, là, je dirais, tout cela se mêle harmonieusement, et cela ne peut pas être divisé comme nous aurions l'habitude de le faire. C'est évident qu'on ne peut pas faire des catégories avec les religions orientales, islam mis à part. On ne peut pas utiliser les catégories qu'on utilise chez nous, puisque le syncrétisme a été constant, que ce soit en Inde, en Chine, en Corée ou au Japon. Premièrement. Deuxièmement, il ne faut pas oublier que le bouddhisme que les Japonais ont reçu est passé à travers le moule de la Chine à une époque où le taoïsme était important, et est passé ensuite à travers le moule de la Corée, et est arrivé sur un terrain où le Shinto était extrêmement puissant. Donc on est quand même très lointain du canon pali, c'est-à-dire du canon d'origine du bouddhisme, dans lequel la nature joue un rôle relativement minime, où il y a surtout des préceptes moraux, et où il s'agit avant tout d'un moyen de se libérer du monde des apparences, en oubliant ce monde des apparences. Tandis que là, on est apparemment complètement dans l'apparence. Alors, il y a quand même du bouddhisme, dans la mesure où, à plusieurs reprises, il montre bien que tout cela est éphémère. Il est plutôt éphémère plutôt qu'une illusion. Enfin, là, on se rapproche du bouddhisme. Et puis, il y a cette aspiration à cette fusion dans la nature et peut-être au-delà dans une sorte de nirvana. Donc je ne dis pas que c'est contre le bouddhisme, mais on est passé quand même par un filtre important qui était celui des génies naturels de la Chine ou du Japon. Akitatsu to omou ni sora mo tadanara de harete hikari o waken mikazuki. Lorsqu'on pense au zen japonais, ce fameux zen, dont on sait très bien qu'il vient du Chan chinois, qui a été une sorte de négociation, je dirais, entre le bouddhisme et le taoïsme. D'une part, on sait très bien qu'en Chine, souvent, d'ailleurs, le bouddhisme et le taoïsme ont été très rivaux, mais des rivaux extrêmement proches, au point qu'ils se mêlaient les uns les autres. Et donc, on a l'impression là-dessus qu'on se trouve justement dans un bouddhisme tout à fait particulier, parce que, je dirais, empreint de ce qui reste des anciennes civilisations, des anciennes cultures, du fondement chamanique, en fin de compte, qui est à la base même du taoïsme. Le chamanisme n'a absolument pas quitté les religions asiatiques, confucianisme mis à part.
il ne faut pas oublier que Seigyo était d'une famille Shingon, pratiquant aussi le bouddhisme de la terre pure. Mais il a vécu à Koyasan, qui est le très haut lieu, qui est la montagne sainte sacrée la plus importante pour le Shingon. Il a été très proche des textes et de l'expérience de Kuka, et donc il est très imprégné de ce bouddhisme ésotérique, lequel effectivement a des relations avec le Shinto et aussi avec le tantrisme. Et là où on peut retrouver du tantrisme, c'est, me semble-t-il, dans ce que l'on voit en filigrane. Ça n'est pas étalé de manière très solide, mais ce qu'on voit en filigrane chez Seigyo, c'est-à-dire cette volonté quelquefois de retourner. On le retrouve dans cette apparente opposition entre la fleur de cerisier et la lune, et il les associe. Or, un des principes du tantrisme, c'était justement de retourner les choses. Ce qui est en haut va se retrouver en bas, ce qui est bien va se retrouver dans le mal. On a l'impression que Seigyo joue à cela avec cela pour nous déstabiliser. Et d'ailleurs, si le but de chacun des poèmes est de nous amener à une sorte de petite illumination, de micro-satori, car le but est spirituel, c'est évident, il faut bien déstabiliser la personne pour arriver à lui donner cette étincelle d'illumination. Abdelwahad Medeb se pose en même temps, évidemment, le problème du statut de la poésie. Je veux dire par là que nous sommes à l'évidence devant une expérience spirituelle, pour ne pas dire un processus spirituel, et comme s'il était, je dirais, indétachable du fait de le dire en poésie. Ce n'est pas un traité de réflexion, ce n'est pas du Kukai, ce n'est pas du Dogen. C'est à travers la parole poétique et la brièveté de la parole poétique qui a l'air, je dirais, consubstantielle à l'expérience elle-même. Même dans l'ère qui est la nôtre, qui est une ère marquée par le désenchantement, par l'incroyance, le poète ne peut jamais se détacher de... il est même dans l'espace du désenchantement, il est obligé par le poème de réenchanter, d'être dans le réenchantement. C'est en cela que, en tous les cas, en tant que poète de maintenant, et non bouddhiste, non croyant même, que j'ai mon rapport régulier et constant, comme vous le savez, Michel Cazenave, avec les diverses traditions spirituelles, les diverses mystiques, que ce soit le soufisme, pour qui j'ai un rapport très privilégié parce que j'ai accès dans sa lettre, ou les traditions mystiques occidentales, européennes, articulées soit au christianisme, soit au judaïsme, et maintenant donc l'espace du bouddhisme japonais. Percevoir dans les choses l'annonce de l'automne. Dans le ciel menaçant, la nouvelle lune se fend. Elle divise la lumière et l'ombre. Rejeter ce monde instable, franchit le mont Suzuka. Qu'arrivera-t-il au corps et que deviendra l'esprit? Le doute demeure. Mais est-ce que dans une telle œuvre poétique, nous n'avons pas l'équivalent, d'une certaine façon? Je pense à l'œuvre de Shigemori, la fameuse cascade de Nachi, dans laquelle effectivement il y a cette dialectique entre la montagne et l'eau. C'est à peu près la même époque. Hein. Voilà. Et la cascade, nous avons tendance à penser qu'elle descend. Et je crois que si on la regarde vraiment, on s'aperçoit qu'en fait que l'eau monte. L'eau descend. Et c'est l'eau cascade elle-même. Ça représente comme vraiment un être divin. On a l'impression que l'eau est devenue presque ça se fixe en tant que Dieu. Alors c'est là que devant cette peinture on sent vraiment un véritable le paysage de montagne de l'eau en tant que vraiment une sorte de vide divin
Et c'est là que les Japonais adoraient beaucoup cette peinture depuis l'ancien temps. Justement, c'est ce que je cherche, c'est que je me demande si à travers cette peinture que je prenais comme exemple, ou l'œuvre de Saigyo, il n'y a pas cette idée qu'à travers la poésie ou l'œuvre artistique. Oui, et Saigyo lui-même, il a chanté devant la véritable cette cascade. Et peut-être il a vu cette peinture, mais ça n'a rien à voir avec la peinture. Lui-même, il a senti vraiment la cascade comme véritable Bouddha ou Dieu, c'est-à-dire même ce mot qui dépasse, la cascade dépasse le mot de être divin. Même aux feuilles vertes, le cœur s'attache, à cause du souvenir des fleurs disparues, témoin d'une magnificence révolue. Comment être le plus actif possible dans un état de passivité à l'égard du temps? Il n'y a aucune lutte, par exemple, contre le temps. Il n'y a aucun désir d'éternité par rapport justement à ce temps qui broie. Non, mais être en accompagnement avec justement ce temps qui est fondé sur le change perpétuel. L'être dans le monde, c'est comment accompagner, comment être dans le constat de ce change perpétuel. Et il y a parfois, je trouve, des éléments d'ironie extraordinaire sur cette façon justement de s'articuler au temps en tant que sujet. Et pratiquement aussi ce qui permet ce rapport, je dirais, dans une sorte de sérénité angoissée ou d'angoisse sereine, ou c'est en même temps pessimiste, optimiste, angoissé, serein. C'est ce paradoxe-là qui apparaît dans cette poésie et qui est donné par le relatif effacement, sans parvenir à un effacement intégral du sujet. Comme vous le savez, la langue japonaise ne comporte pas de première personne, donc ce qui accorde l'affirmation première au sujet, et cette poésie, en rapport déjà avec cette langue, puisqu'elle est dite dans cette langue, justement, est une poésie de l'impersonnel, mais un impersonnel par cette force de l'accompagnement du temps. Dans l'impersonnel, la personne apparaît. Mais c'est justement l'un des tours qu'on aimerait comprendre dans ce type de poésie, puisque vous dites l'impersonnel, et même dans les choses qui nous sont décrites, je dirais, il y a une sorte de vide ou d'absence qui travaille à l'intérieur. Et on a l'impression qu'à travers cette absence, il y a un autre type de présence, précisément, qui vient, comme si c'était non pas le monde se déréalise en quelque sorte, même à travers les traces qu'on en donne, et que d'une certaine façon, il y a l'essence même du monde qui du coup apparaît à travers ce retirement en quelque sorte. Une immense réalité, moi c'est comme ça que je perçois cette poésie, et c'est en cela qu'elle m'a proprement fasciné et qu'elle a même réorienté mon dit poétique. C'est que justement dans cette déréalisation, le monde m'apparaît en tant que justement réalité immense, hein, le réel, je dirais, hein, le passage justement de la déréalisation au réel. Le plus cher désir, mourir sous les fleurs de cerisier, se disperser dans l'univers pendant la pleine lune du 2e mois. 願わくは花の下にて春死なんその如月の望月の頃. Est-ce qu'il n'y a pas dans cette poésie, Abdelwahad Medeb, quelque chose qui est, je ne dirais pas moderne, parce qu'il ne faut pas quand même forcer les choses, mais qui peut nous parler à nous en tant que modernes, dans la mesure où il y a une sorte je dirais, de vide qui irradie de son centre, et où on s'aperçoit que ce vide n'est pas du simple néant. C'est au contraire du vide, je dirais, plein de potentialités. C'est du vide qui, d'une certaine manière, fait exister.
Écoutez, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre. Lorsque je lis, par exemple, des textes soufis où on ne parle que de Dieu, dans ma tête très régulièrement, avant même d'entamer cette expérience, je mettais à la place de Dieu vide. Et je crois que ça fonctionne un peu de cette même manière. Ce vide est structurant, il est topologique et topographique. Il n'est pas néant, bien sûr. Et si nous ne lisons pas les textes anciens, même les plus anciens, en tant que modernes, en tant que gens de maintenant, je ne vois pas l'utilité de lire de tels textes. Moi-même, lorsqu'il m'est arrivé déjà de rendre en français l'édit que la tradition de l'islam attribue au grand maître du soufisme des hauts plateaux iraniens, Abou Yazid al-Bastami, cet auteur du 8e siècle, donc 4 siècles avant Saigyo. Ce qui m'avait impressionné et surpris, la raison pour laquelle je voulais conduire ce travail de transmission et de recréation en français, tout comme pour Saigyo, c'est, j'ose le terme, je prends peut-être moins de précautions que vous, c'est l'extrême modernité de ces textes.